Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, Quart d'heure de célébrité de Christophe Benz. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Christophe et nous allons passer au vif du sujet. Alors, Christophe Benz, vous avez 23 ans, vous êtes le nouveau président des JPF, les Jeunes pour la France, qui est le mouvement de jeunesse de Philippe de Villiers. Du MPF. Exactement. Vous êtes engagé en politique depuis le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen et vous avez évidemment milité pour le non. Donc vous étiez numéro 2 des JPF et même secrétaire national jusqu'à juin 2010 et vous avez dirigé le Tour de France en quart de campagne pour le Mouvement pour la France lors des élections européennes de 2009. Vous étiez aussi coordinateur national du MPF pour les élections régionales de 2010 et vous vous définissez comme gaulliste et souverainiste. Exactement. Oui. Très bien. Alors, première question liée à votre actualité. Donc, vous êtes le nouveau président des JPF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait besoin de changer de président? Oui, ça s'est fait en fait finalement assez naturellement parce que, tout en ayant travaillé auprès de Thibault Vassando, qui était l'ex-président de Jeunes pour la France, lui est arrivé au terme de son mandat de 2 ans. 2 ans, ce qui est, je pense, déjà beaucoup. Lui-même souhaitait passer la main, parce que je suis très favorable à un renouvellement régulier. Il faut toujours de la chair fraîche, je dirais, pour relancer les dynamiques au sein d'un mouvement, et notamment, et en particulier même au niveau d'un mouvement de jeunesse. Et donc oui, un mandat de 2 ans, moi, pareillement, je ne m'engage pas dès aujourd'hui, mais en tout cas, je ne pense pas les dépasser, honnêtement. Voilà. Très bien. Alors, comment est-ce que votre personnalité va impacter, on dirait en mauvais français, sur la politique du MPF et des JPF? Et les JPF. Bon, déjà, en préambule, il ne faut pas oublier que le mouvement des Jeunes pour la France, ce n'est pas une association ou un mouvement indépendant, c'est une structure jeune au sein d'un parti politique qui s'appelle le Mouvement pour la France et qui est présidé par Philippe de Villiers. Voilà. Donc ça, c'est important, il n'y a pas d'indépendance, comme il peut y avoir dans d'autres mouvements de jeunesse. Donc, mon objectif, de toute façon, c'est d'abord, au sein du mouvement de la structure jeune, c'est de fédérer au maximum, de faire passer des messages simples, de pouvoir apporter notre message, qui est le même message que celui de Philippe de Villiers et du Mouvement pour la France, mais avec un porte-parole, avec tous les responsables JPF, qui soient jeunes et donc avec nos mots. Voilà, l'important en fait, c'est de véhiculer notre message politique, celui du Mouvement pour la France et donc des Jeunes pour la France, avec dans la bouche de jeunes militants et responsables. Très bien. Alors, vous parlez de Philippe de Villiers. Il y a eu un certain nombre de polémiques par rapport à ce que certains appellent son ralliement au gouvernement et à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? C'est-à-dire est-ce que vous considérez ça comme un ralliement à la majorité présidentielle ou pas? Alors, c'est une aberration de parler de ralliement à Sarkozy ou à l'UMP. C'est totalement différent entre rallier un parti politique, être membre d'un parti politique. Donc, par exemple, le Parti chrétien-démocrate est membre de l'UMP. Le Mouvement pour la France n'est pas membre de l'UMP. Nous, on participe à la majorité présidentielle. Alors, c'est peut-être une nuance sémantique qui paraît assez subtile, mais elle est très importante parce qu'on n'a rien signé avec l'UMP, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on s'est engagé à participer à une majorité, notamment pour coopérer au niveau d'élections locales, notamment pour les élections régionales. On a fait des listes d'alliances. Voilà, ça serait, si on peut résumer cette participation, c'est aussi des alliances, mais au niveau local. Philippe de Villiers et le Mouvement pour la France se sont engagés sur un programme local au régional. Peut-être le feront-ils au cantonal, mais on ne s'est pas engagé à se rallier sur toutes les idées, notamment de l'UMP. Notre ligne politique est exactement la même, elle n'a pas changé. Pour preuve, le programme politique de gouvernement du Mouvement pour la France, qui est toujours en ligne sur le site pour aller voir, c'est celui de 2008. Or, on est entré dans la majorité présidentielle en 2009. Donc, pas un mot du programme de gouvernement n'a changé. Donc, parler de ralliement, je ne vois pas en quoi. D'accord. Alors, parlons concrètement, quelles sont les mesures politiques menées par l'UMP ces derniers mois ou ces dernières années contre lesquelles vous vous érigez?
Pas forcément sur une mesure, mais sur une thématique et sur une vision, c'est celle de l'Europe, bien évidemment. Je crois qu'on a montré clairement notre opposition. Là, pour le coup, on n'était pas membre de la majorité présidentielle. On a fait des listes indépendantes. On s'est allié avec le CPNT, je ne sais pas si vous savez, donc les chasseurs, donc de Frédéric Nious, parce qu'ils étaient des souverainistes également comme nous. Et on n'a pas trouvé judicieux, effectivement, de s'allier à l'UMP, qui, elle, ne proposait pas une vision de l'Europe qui nous correspondait. Donc, c'est sur l'Europe, c'est vrai qu'on a un profond désaccord. Philippe de Villiers a toujours dit, c'est pas un secret, il n'y a pas de scoop, hein, je veux dire. Voilà. Et au niveau européen, on ne s'allie pas avec l'UMP parce qu'on n'est pas d'accord. Au niveau national, nous ne sommes pas d'accord avec tout, loin de là. On a des députés, des sénateurs au Parlement qui y travaillent et qui montrent les différences qu'il peut y avoir entre le MPF et l'UMP. Vous auriez un exemple Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour les mesures que l'UMP et l'UMPF ont votées ensemble, pour montrer donc les communes mesures, c'est par exemple donc, le voile, sur le voile intégral, donc les députés MPF ont voté pour l'interdiction, comme la majorité UMP et Nouveau Centre. Alors, par exemple, on est d'accord sur un certain nombre d'éléments, par exemple sur des éléments économiques, par exemple sur l'abolition des 35 heures. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy parlait en tant que candidat en 2007 d'abolition des 35 heures, c'est vrai que moi, dans mes oreilles, ça me plaisait, c'est vrai. Maintenant, je dis juste qu'effectivement, l'UMP n'est pas allé assez loin sur les 35 heures, parce que pour moi, défiscaliser les heures supplémentaires, c'est pas une abolition. Donc, et par contre, on a un certain nombre de mesures où on est en total désaccord, mais où les députés votent en contradiction, parce que je rappellerai que les 2 députés du Mouvement pour la France à l'Assemblée nationale sont non inscrits. Ils ne siègent pas dans le groupe UMP, et donc ils ont toute leur liberté de ton et leur indépendance politique. Très bien. Alors, autre polémique dans l'actualité récente, c'est celle qui a vu Philippe de Villiers interdire expressément à vos militants, à ses militants, enfin aux militants du MPF et donc du JPF, de participer à la manifestation apéro saucisson pinard, donc qui devait avoir lieu à la Goutte d'Or et qui finalement s'est tenue sur la place de l'Étoile, Charles de Gaulle Étoile. Tout à fait. Alors, est-ce que ça a été très critiqué de l'extérieur, parce que Nicolas Dupont-Aignan a fait la même chose avec ses propres militants à DLR. Ça a été très critiqué, à mon avis, à raison, parce que d'où peut-on interdire à ces militants de participer à un rassemblement public? Tout à fait. L'interdiction, de mon point de vue, que Philippe de Villiers a prononcée, c'était pas une interdiction de fond, mais de forme. C'est-à-dire, premier élément, pour tout vous dire, 2 semaines avant cet apéro géant organisé, notre députée MPF, donc Véronique Besse, avait fait une tribune à l'Assemblée pour condamner le principe des apéros géants. En l'occurrence, c'était pas sur ce thème-là, c'était une autre thématique, mais elle avait condamné le principe. Philippe de Villiers, qui lui a été élu avant Véronique Besse dans la même circonscription de Vendée, ils sont tous les 2 élus au Conseil général de la Vendée, ne pouvait pas contredire ce que sa propre députée avait annoncé à l'Assemblée nationale. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le Mouvement pour la France, c'est un parti de gouvernement, il a toujours été, et un parti de gouvernement ne peut pas se permettre, encore une fois de mon point de vue, de s'allier à une organisation qui vise directement à provoquer une population, en l'occurrence ici c'était bien la population musulmane, on ne va pas non plus se mentir, une provocation gratuite. Donc ça ne correspond pas à la ligne politique et la respectabilité du MPF. C'est pour ces raisons-là. Maintenant, sur le fond, je dis toujours une chose quand on parle de ce sujet. Il ne me semble pas que Philippe de Villiers ait beaucoup de leçons à recevoir en matière de critique de l'islamisation de la société, puisqu'il a été le premier à dénoncer le communautarisme islamique et toutes ses dérives. Il a été le premier à écrire le bouquin que tout le monde connaît, hein, Les mosquées de Roissy. Mais alors justement, si je peux me permettre, beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre cette position, puisqu'il avait tenu tous ses propos au préalable. Parce qu'en l'occurrence, vous parlez de provocation pour ceux qui ont organisé l'apéro, on peut aussi parler de provocation pour ceux qui prient ouvertement dans la rue, même si la préfecture de police l'autorise, ce qui est d'ailleurs sujet à Bien sûr, polémique. J'en ai pas parlé, mais c'est évidemment scandaleux également. L'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. Évidemment, sur le territoire national, où la laïcité est en vigueur, on l'impose aux communautés chrétiennes, juives, etc. Je vois pas pourquoi on n'imposerait pas la loi à la communauté musulmane. Donc évidemment que ça reste un scandale, évidemment, puisque tous les vendredis, des centaines de musulmans viennent sur la voie publique prier, c'est pas acceptable, ça c'est évident. Ça n'empêche que c'est pas une raison suffisante pour créer une provocation et donc alimenter
avoir une polémique, et puis surtout une, comment dirais-je, une tension interne. Donc quelle est la solution selon vous? Parce que il faut préciser quand même que si cette manifestation a eu lieu, c'était pour rendre public le fait que ces prières avaient lieu, ce que personne ne savait. Donc quel est votre... Donc là, ils ont atteint leur objectif. Maintenant, vous, quelle serait votre solution à ce problème, puisque pour l'instant, c'est Bertrand Delanoë qui a mis 20 millions d'euros sur la table pour construire un centre cultuel avec une mosquée à l'intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, l'État n'a pas à faire d'ingérence dans la sphère religieuse et spirituelle. Encore une fois, j'invoque la laïcité. Bon, non, évidemment qu'il y aurait des solutions pour le faire savoir. Faire savoir que le vendredi, n'importe quel Français peut le savoir en allant à la rue Mira et les autres rues adjacentes pour se rendre compte que le vendredi, effectivement, les rues sont bloquées. Donc la voie publique est bloquée. Il y aura d'autres solutions alternatives, de mon point de vue, pour le faire savoir. Bon, évidemment, il y a la voie médiatique et la voie, et puis nous, les intermédiaires, les partis politiques. Hein, ça ne nous empêche pas de faire des communiqués de presse pour dénoncer cela. Mais faire un communiqué de presse, c'est s'attaquer aux politiques et non pas aux hommes. Je pars du principe que quand on fait de la politique, on ne s'attaque pas aux hommes, mais on s'attaque soit aux institutions, soit aux politiques publiques qui sont menées. Donc là, en l'occurrence, la solution pour que les musulmans qui prient dans la rue ne le fassent plus. Ouais. On sait très bien, et beaucoup de personnes l'ont dit, que les musulmans qui prient rue Mira tous les vendredis, ce ne sont pas que des Parisiens. Les Parisiens sont sûrement d'ailleurs minoritaires, puisqu'on a analysé plusieurs voitures immatriculées, 95, 93, etc. Donc, non, c'est une volonté communautaire de s'introduire sur la voie publique, et ça, c'est effectivement, on doit le dénoncer, on ne peut pas l'accepter, mais c'est pas vrai, il n'y a pas des centaines, voire même des milliers de musulmans. Bon, il y a je sais plus combien, il y a 2100 lieux de culte musulmans en France, ou 2200, voilà. Pour une communauté musulmane qui est aux alentours de entre 4 et 6 millions, les chiffres varient. Beaucoup moins de pratiquants en plus. En plus, voilà. Mais alors donc si les JPF étaient au pouvoir, disons, si l'UMPF était au pouvoir, ouais. En l'occurrence, qu'est-ce que vous feriez? On ferait respecter la loi. Oui, mais comment? Avec un ami algérien me disait, il a même fait une vidéo à ce sujet, en Algérie, si les gens, des catholiques par exemple, prier dans la rue en bloquant des rues, on leur enverrait dans un premier temps les psychologues, dans un deuxième temps les canons à eau, et dans un troisième temps on les jetterait en prison. Est-ce que c'est votre conception? C'est toujours très délicat de parler de ce genre de sujet, parce que on ne sait jamais où justement la laïcité commence et où elle finit d'ailleurs. C'est-à-dire que moi j'ai envie de faire de la politique, et la politique elle suppose d'être, comment dirais-je, pas aveugle, mais d'être assez finalement borné sur les lois qui existent. Alors, s'il doit y avoir une nouvelle loi votée, elle sera votée au Parlement, mais aujourd'hui, il n'y a même pas à se poser ce genre de questions. Il y a une loi sur la laïcité qui date de 1905. Le scandale des prières musulmanes dans les rues du 18e arrondissement de Paris, c'est un scandale, il faut l'empêcher. On dit point barre. D'accord. Donc vous dites aux musulmans, ne venez plus prier là, c'est interdit. C'est interdit par la loi. Moi, je me cantonne bêtement, j'ai envie de dire, oui, la loi. Mais vous faites appliquer Moi, je suis pas au pouvoir, alors, pas les faire appliquer, mais c'est sûr que si j'étais au pouvoir, je les ferais appliquer. Mais... D'accord. Voilà. Alors, parmi les souverainistes, il y a un certain nombre de chapelles, on va dire, vous avez du mal à travailler ensemble. On pourra parler de François Asselineau qui parle de sortir de l'Union européenne, Debout la République qui parle de sortir de l'euro, le Front National qui parle parfois un peu de tout ça. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'Union européenne? Est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce qu'il faut sortir de l'euro? C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, on va dire. Il y a plusieurs écoles du souverainisme. Moi, je suis favorable de toute façon à l'union de ces forces pour construire, non pas pour détruire l'Europe, parce que l'Europe doit être construite, mais autrement. C'est-à-dire reconstruire, revoir de fond en comble l'Europe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des eurosceptiques, mais des euroréalistes, c'est que pour nous, l'Union européenne actuelle ne correspond pas sur bien des points économiques, culturels, etc. Il y a des divergences, effectivement, sur la vision européenne et de la construction européenne avec le Front National, avec, on pourrait parler de Dupont-Aignan, etc. Lors des élections européennes, la main a été tendue, nous l'Alliance on l'a faite, avec les chasseurs, voilà, on l'a faite. Il ne me semble pas que la porte était fermée, donc oui, il faudrait pouvoir se mettre d'accord sur une vision précise et définie d'une Europe et d'une coopération entre les
États-nations, parce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on ne veut pas d'une Europe sans frontières et une Europe qui détruit les États-nations. Voilà, encore faudrait-il comment dirais-je, se mettre d'accord sur les tenants et aboutissants de cette construction européenne qui reste pour l'instant assez abstraite. Mais en tout cas, ce qu'on critique, c'est évidemment le fonctionnement technocratique de l'Union européenne actuelle. Le MPF, je crois, l'a bien prouvé. On a fait, d'après moi, une très bonne campagne aux élections de 2009. On pourrait dire qu'elle n'a pas vraiment porté ses fruits, hein, parce que seul Philippe de Villiers a été élu. 60% d'abstention. Ouais. Il y avait 40,4% de participation, je crois. Donc, c'est dramatique. C'est vrai que les Français, moi j'étais sur les marchés, hein, j'ai fait beaucoup de marchés pour ces élections. On s'en rendait compte en rencontrant les Français. À partir du moment où ils partent du principe qu'ils rejettent l'Europe, ils ne voient pas pourquoi ils voteraient pour une élection européenne. Et c'est véritablement dommage, parce que je suis sûr que les 55% de Français qui ont voté contre le traité constitutionnel européen en 2005 voteraient encore contre aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les Français ne votent plus. Ils se dépolitisent profondément, et donc effectivement, on a subi les conséquences. Ouais. Et donc, pour résumer, ni sortie de l'euro, ni sortie de l'Union européenne. L'euro, de toute façon, ce qui est clair, c'est que c'était il y a plus, à mon avis, plus de 12 ans, où Philippe de Villiers avait écrit un livre qui s'appelait vous avez aimé les farines animales, vous adorerez l'euro. Tout est dit dedans, et j'incite les personnes qui nous regardent à le lire, où évidemment, il avait prévu toutes les conséquences économiques et financières qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui. Et donc on a cessé de le fustiger, et c'est encore d'actualité, bien sûr. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, et à bientôt pour un prochain quart d'heure de célébrité.